Je croyais mon mariage parfait. Mais 2 semaines plus tard, l'appel du photographe a tout bouleversé, venez seul au studio. J'ai trouvé quelque chose. Ce qu'il m'a montré en secret ce jour-là a tout changé à jamais. Cette photographie n'était pas censée exister. C'est ce que m'a dit le photographe, Lucas, en faisant glisser la clé USB sur son bureau. Madame, murmura-t-il, les yeux fuyant vers les stores de la fenêtre. Je pense que vous devriez voir ça, mais s'il vous plaît, n'en parlez pas encore à vos parents. Je me souviens d'avoir fixé ce petit lecteur argenté comme s'il s'agissait d'un explosif. 2 semaines après mon mariage, je pensais avoir vu chaque photo, chaque sourire, chaque cadre parfait de cette journée qui devait marquer le début de notre « pour toujours ». Mais quand j'ai regardé le contenu de cette clé, le « pour toujours » s'est effondré. Il n'y a eu aucun avertissement, juste un mouvement flou, un reflet dans un miroir derrière la tente de réception, mon mari, Damien, et ma demoiselle d'honneur, Claire. La même femme qui avait fermé ma robe le matin même et m'avait embrassé la joue en murmurant « Tu es la fille la plus chanceuse du monde ». J'ai regardé la vidéo 2 fois, 3 fois. Puis j'ai demandé au photographe « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Il a dégluti. Parce que la vérité mérite d'être vue, même si elle fait mal. Cette phrase allait tourner en boucle dans ma tête pendant des semaines. La vérité mérite d'être vue. J'ai conduit jusqu'à chez moi sans aucun souvenir de la route. L'alliance à mon doigt me semblait plus lourde à chaque kilomètre, comme un poids que je n'avais pas mérité. Dehors, la ligne d'horizon de Toulon se brouillait sous la pluie. Ma casquette d'uniforme reposait sur le siège passager, un rappel silencieux que j'avais survécu à des zones de combat, des infiltrations secrètes et des missions de sauvetage. Mais je n'avais jamais été entraînée pour ça. Je me suis garée, j'ai coupé le contact et je suis restée assise là, les essuie-glaces battant contre le pare-brise. La voix de ma mère a refait surface dans ma mémoire, l'amour rend peut-être aveugle, mais le mariage t'apprend à voir. Je suis finalement sortie de la voiture, je suis rentrée à l'intérieur et j'ai enfilé mon vieux sweatshirt d'entraînement des commandos marines, celui qui sentait encore légèrement le sel et l'endurance. Je me suis servi un verre d'eau et je suis restée debout au comptoir de la cuisine, fixant la photo de mariage sur le réfrigérateur, Damien et moi, enlacés, la lumière du soleil filtrant à travers les pins parasols. Je me souviens avoir pensé, peut-être que le reflet était trompeur. Peut-être que la lumière a menti. Mais mon instinct savait la vérité. L'instinct d'un commando ne confond pas les ombres avec des visages. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la jetée derrière notre appartement. La marée était haute, le ciel gris et maussade. Je suis restée là, me souvenant du moment où Damien m'avait demandé en mariage sur ce même quai, un genou à terre, la bague tremblante dans sa main, en disant « Tu es mon port d'attache, Chloé ». Désormais, cette phrase me semblait cruelle. Il avait été la tempête. Mon téléphone a vibré. « Maman, ma chérie, tu n'as pas appelé depuis le mariage. Comment se passe la vie de jeune mariée ?» J'ai regardé l'eau, le vent fouettant mes cheveux. Mère d'huile, ai-je menti? Elle a ri doucement. Eh bien, le calme ne dure jamais longtemps dans une famille de marins. Tu le sais bien. Lorsque nous avons raccroché, j'ai ressenti un pincement de culpabilité au creux de l'estomac. J'avais menti à la seule femme qui m'avait appris l'honneur. Je me suis promis de lui dire bientôt, mais pas encore. J'avais besoin de savoir si cette trahison avait des racines profondes ou s'il s'agissait juste d'une branche pourrie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, fixant le ventilateur de plafond qui tournait paresseusement au-dessus de moi. L'espace vide à côté de moi dans le lit me semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Damien était à Paris pour son travail de consultant, un schéma qui avait commencé avant le mariage. J'avais mis ça sur le compte du travail. Mais maintenant, chaque appel sans réponse, chaque texto retardé, chaque explication vague repassait dans mon esprit avec une clarté cruelle. À 2h13 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai retrouvé les anciens échanges de mails entre Damien et Claire, l'organisation du mariage, le choix du domaine, les décorations. J'ai commencé à faire défiler, lisant chaque ligne jusqu'à ce que ma poitrine se serre. Cachés entre les détails logistiques se trouvaient des mots qui n'avaient pas leur place dans une simple amitié. Tu me manques déjà.
Je te couvrirai si elle pose des questions. Vivement que tout ça soit terminé. Chaque message résonnait comme une lame, soigneusement visée, poliment formulée. À l'aube, je n'avais rien effacé. Je voulais que les preuves restent. Je voulais que la vérité ait un visage et un horodatage. Plus tard dans la matinée, je suis allé courir le long des plages du Mourillon. L'air était chargé de sel et de lumière matinale. Mes muscles brûlaient, mais c'était une bonne brûlure, le genre qui me rappelait que j'étais encore en vie. À mon retour, j'ai trouvé une petite boîte posée sur le comptoir de ma cuisine. Ma mère avait dû l'envoyer par la poste avant le mariage. À l'intérieur se trouvait l'insigne des commandos de mon défunt père, l'encre et le poignard, poli et brillant, accompagné d'un mot manuscrit, pour le courage, pas pour la vengeance. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis, j'ai glissé l'insigne au creux de ma paume et j'ai serré le poing jusqu'à ce que les bords s'enfoncent dans ma peau. Le courage, pas la vengeance, ai-je murmuré. Je vais essayer, papa. Mais je ne promets rien. Ce soir-là, Damien est rentré tôt. Il a embrassé ma joue, m'a posé des questions sur ma journée et s'est servi un verre. Il n'a pas remarqué le léger tremblement de sa propre main. Je l'ai observé attentivement, de la façon dont on m'avait entraîné à lire le langage corporel, tension, évitement, culpabilité. Quand il m'a demandé pourquoi j'étais silencieuse, j'ai souri, juste fatiguée. Il a hoché la tête et a continué à parler de son travail, de ses voyages, d'une éventuelle promotion. Chaque mot résonnait comme des parasites sur une station de radio que je ne reconnaissais plus. Quand il s'est enfin endormi, je me suis assise près de la fenêtre avec l'insigne dans la main, la lumière de la lune traçant ses contours. Je n'étais pas sûre de ma prochaine action, mais une chose était certaine, peu importe ce qu'il cachait, j'allais le découvrir. Et quand je l'aurais fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai repensé au photographe, à sa voix hésitante, à son avertissement. N'en parlez pas encore à vos parents. Vous devez voir ça d'abord. Il avait raison. Ce que j'avais vu n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube au son de la pluie tapant contre la fenêtre. C'était ce genre de tempête silencieuse qui ne crie pas mais murmure, le genre qui vous fait trop réfléchir. Damien dormait encore à côté de moi, le bras étendu sur la couverture, sa respiration régulière. Je l'ai étudié comme j'étudiais autrefois les mouvements ennemis. Lente, analytique, détachée. C'était étrange de regarder l'homme à qui j'avais promis l'éternité en sachant que la moitié de ce en quoi j'avais cru avait déjà disparu. Le téléphone sur ma table de nuit a clignoté, affichant un nouveau texto de ma mère. Maman, petit déjeuner dimanche. Ton père aurait voulu qu'on garde cette tradition. J'ai tapé en retour, je n'y manquerai pour rien au monde. Puis j'ai posé le téléphone et je me suis habillée. Je n'allais pas encore confronter Damien. Un commando ne frappe pas sans renseignement. À 7 heures, j'étais assise dans ma voiture devant le lieu du mariage, un mas provençal restauré au bord de la Méditerranée. Le personnel nettoyait après un autre événement, les chaises étaient empilées, l'odeur du café flottait par les portes ouvertes. Je me suis présentée à la directrice de salle, une femme polie d'une 50aine d'années qui m'a immédiatement reconnue. Capitaine de corvette Chloé. Oh, votre mariage était magnifique, a-t-elle dit. Nous parlons encore de son élégance. Vos vœux, le salut militaire, tout semblait parfait. Oui, ai-je répondu en forçant un sourire. Presque parfait. Je lui ai demandé si elle se souvenait avoir vu mon mari et ma demoiselle d'honneur quitter la zone de réception ce soir-là. Son expression a changé, une légère hésitation. Je me souviens qu'ils sont allés derrière la tente, peut-être pour passer un appel. Ça n'a pas duré longtemps, je crois. Je l'ai remercié et je suis partie. Ce n'était pas grand-chose, mais cela confirmait ce que j'avais vu. Le miroir n'avait pas menti. Cet après-midi-là, je suis passée chez mes parents. Ma mère, Sophie, m'a accueillie à la porte, le tablier saupoudré de farine, les cheveux toujours attachés dans le même chignon impeccable qu'elle portait lorsqu'elle était infirmière dans la marine. Elle m'a serré fort dans ses bras, trop fort. Ma chérie, tu as l'air fatiguée. Longue semaine, ai-je dit.
Nous avons mangé des crêpes en silence pendant un moment jusqu'à ce qu'elle tende le bras à travers la table. Tu as encore ce regard de mission, a-t-elle dit. Je le reconnais. Tu l'avais après ton deuxième déploiement au Mali, et tu l'as maintenant. J'ai ri doucement. Ce n'est rien de tel, maman. Elle a serré ma main. La douleur reste la douleur, ma chérie. Peu importe que ce soit des éclats d'obus ou un cœur brisé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai regardé la photo de famille accrochée au-dessus de la cheminée, maman, papa et moi lors de ma remise de diplôme du stage commando. Papa arborait ce sourire fier et fatigué d'un homme qui connaissait le prix de la discipline. Maman avait écrit un mot sous le cadre après son décès, l'honneur ne consiste pas à savoir qui salue en premier. Il s'agit de savoir qui pardonne en dernier. Je me suis souvenu de ces mots plus tard dans la soirée lorsque j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais toujours accès au dossier cloud partagé que Claire et moi utilisions pendant la préparation du mariage. À l'époque, il n'était question que de choix de fleurs, de listes de lecture et de plans de table. Maintenant, c'était des preuves. Les fichiers étaient soigneusement organisés, mais un dossier a attiré mon attention, reçu. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé des dizaines de factures scannées d'hôtels et de restaurants, dont aucune ne datait de la semaine du mariage. La plus ancienne remontait à 8 mois avant la cérémonie. 2 noms sur la réservation, Damien Laurent et Claire Thomas. Mon estomac s'est retourné. En faisant défiler, j'ai trouvé des messages échangés entre eux. On se retrouve après la conférence. Avec toi, le risque en vaut toujours la peine. Elle ne le découvrira jamais. Je me suis adossée, les yeux brûlants. J'avais déjà affronté la mort, mais la trahison est une balle d'un autre genre. Elle ne vous tue pas d'un coup. Elle continue simplement de vous déchirer de l'intérieur. Le lendemain matin, je suis allée courir le long de la côte. Le vent était vif, le sable mouillé sous mes chaussures. Chaque pas ressemblait à un compte à rebours, 3, 2, 1. Et je ne savais toujours pas à quoi ressemblerait la détonation. En rentrant chez moi, mon voisin, l'adjudant-chef Marc Dubois, m'a fait signe depuis sa terrasse. C'était un ancien des troupes de marine à la retraite, un homme qui avait vu assez de guerre pour reconnaître le regard dans les yeux de quelqu'un. « Tout va bien, capitaine ?» a-t-il demandé. J'ai hésité. J'ai connu des batailles plus faciles. Il a hoché la tête d'un air entendu. Alors retenez ceci, ne partez jamais à la guerre en colère. Ça trouble la visée. C'était un bon conseil, même s'il ne savait pas quel genre de guerre je menais. Ce soir-là, Damien est rentré d'une autre réunion tardive. Il a embrassé mon front comme si de rien n'était. J'ai servi un verre de vin à chacun de nous, agissant avec calme et préméditation. « Comment va le travail ?» ai-je demandé. « Très occupé. Nouveau projet à Paris. Beaucoup de déplacements à venir, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Il n'a pas remarqué mon silence, ni le fait que j'avais cessé de le regarder dans les yeux. Après le dîner, quand il est allé prendre une douche, j'ai vérifié la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvait un petit reçu d'un hôtel à Paris daté d'il y a 2 nuits. Chambre pour 2. Mon souffle s'est bloqué. L'eau de la douche coulait plus fort, masquant le bruit de mon cœur qui battait à tout rompre. J'ai pris une photo du reçu avec mon téléphone et je l'ai remis à sa place. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le salon, la douce lueur de la lampe contrastant avec la tempête à l'extérieur. J'ai rouvert la vieille boîte de mon père, passant mes doigts sur l'insigne des commandos. Les mots « pour le courage », pas pour la vengeance, résonnaient dans ma tête. Mais que faire si le courage et la vengeance commençaient à se ressembler ? J'ai pensé à Claire, à la façon dont nous avions grandi ensemble, rejoint la marine ensemble, survécu au déploiement côte à côte, et à la facilité avec laquelle elle avait détruit tout ce que nous avions construit. J'ai fixé mon reflet dans la fenêtre, les cheveux attachés, les yeux fatigués mais déterminés. Pour la première fois, je ne voyais pas une victime. Je voyais une stratège. Ce n'était pas fini. Pas tant que je n'aurais pas compris chaque raison, chaque mensonge, chaque secret caché derrière ce jour de mariage. J'ai murmuré à la pièce vide,
vous avez choisi le mauvais officier à trahir. Le samedi soir, Toulon semblait avoir été lavé à grande eau. Les trottoirs fumaient. La baie était plate. J'ai passé la journée à nettoyer l'appartement de la même manière qu'un militaire nettoie son arme, méthodiquement. Ce n'était pas une question de poussière. C'était une question de contrôle. J'ai mis la table avec la vaisselle du mariage, j'ai ouvert le bourgogne qu'il aimait et j'ai laissé un rôti mijoter à feu doux. J'ai même mis la robe bleue qui, selon Damien, m'adoucissait. Je n'étais pas douce, j'étais inébranlable. Sur mon ordinateur portable, j'ai monté un diaporama. Des images inoffensives, le dîner de répétition, ma mère riant, le drapeau plié de mon défunt père. Puis le matin du mariage, le bouquet, les chaussures, Claire fermant ma robe. J'ai laissé cette image afficher une fraction de seconde de plus. Enfin, l'extrait du photographe, le miroir, le reflet. J'ai coupé le son. Je voulais que le silence fasse le travail. Damien m'a envoyé un texto à 18h12, en route. Grosse journée lundi. Je vais peut-être partir pour Paris tôt. Conduis prudemment, ai-je répondu. J'ai placé l'insigne de mon père sur le comptoir. À côté reposait la carte, pour le courage, pas pour la vengeance. J'ai touché la broche comme une bénédiction. Il est entré à 19h, surpris et ravi. Soirée en amoureux? Quelque chose comme ça. J'ai pris sa veste, va te laver les mains, le dîner est prêt. Nous avons mangé à la lueur chaleureuse des lampes, le genre de scène que les couples mettent sur leur carte de vœux. Il a parlé de contrat et du milieu parisien. J'ai posé une ou deux questions. Ses yeux glissaient sans cesse vers l'horloge. Après la vaisselle, je lui ai dit que j'avais fait un diaporama. J'ai branché l'ordinateur à la télévision. Les premières images ont défilé, les mains de ma mère sur mon voile. Notre voisin, l'adjudant-chef Dubois, serrant la main de Damien. La danse où papa m'aurait fait tournoyer s'il avait été encore en vie. La nostalgie adoucit le granit. J'ai senti ma gorge se serrer. Quand Claire est apparue, ses bras autour de moi, l'atmosphère a changé. La mâchoire de Damien s'est crispée. Il a pris une gorgée de vin prudente. Vous étiez proches toutes les deux, a-t-il dit. Depuis nos classes, ai-je répondu. Elle connaissait mes secrets, mes mots de passe. La cérémonie, les vœux, la haie d'honneur, les applaudissements. Puis la réception, les lampions, les parents, les danses, les toasts. J'ai laissé le moment s'empiler comme des dominos. L'écran a vacillé. Le miroir est apparu. Le reflet a capté l'essentiel, l'inclinaison d'une tête, l'aisance de deux personnes qui ne pensaient pas être vues. Sa main sur son dos à elle, la bouche d'elle près de son oreille à lui. Damien s'est figé. J'ai laissé l'extrait se rejouer, puis j'ai fait pause au moment où son visage était le plus visible. La pièce bourdonnait du bruit du réfrigérateur. Quelque part, la corne de brume d'un navire a résonné sur l'eau. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il n'a rien dit. Combien de temps avant le mariage? Combien de temps après? Il a dégluti. C'était compliqué. Compliqué comment? Ça a commencé quand tu étais déployé au printemps dernier, a-t-il dit en regardant le sol. Claire et moi organisions des choses. Nous étions tous les deux stressés. Une soirée s'est transformée en quelques-unes. Je pensais que ça s'estomperait. Mais ça n'a pas été le cas. Non. Le silence est une arme si on sait l'aiguiser. Il l'a comblé. Je me sentais seule. Il a continué, tu étais parti, et quand tu étais à la maison, tu étais toujours ailleurs. En mode mission. Je me suis dit que ce n'était pas sérieux. Je me suis dit qu'une fois le mariage passé, ça s'arrêterait. J'ai failli rire. Donc, tu as parié nos vœux sur l'élan du moment. Il a tressailli. Ça ne voulait rien dire. Si ça ne voulait rien dire, ai-je répondu, tu n'aurais pas gardé de facture dans un dossier nommé reçu, point. Sa tête s'est relevée brusquement. Tu as fouillé? J'ai fouillé dans ma propre vie, ai-je dit. Des confirmations d'hôtel, des petits mots.
Le genre de choses que les gens gardent quand ça signifie quelque chose. Chloé, j'ai fait une erreur, mais on ne peut pas surmonter ça. Les gens se remettent de pires choses. Une erreur permanente, ai-je complété lorsqu'il a cherché ces mots. Un choix intéressant, une décision temporaire pour un jour permanent. Il a tendu la main vers la mienne. Je n'ai pas bougé. L'espace entre nous était devenu un gouffre. Dis ce que tu veux, alors, a-t-il dit. Je veux de l'honnêteté, ai-je répondu. Je veux que la vérité compte plus ici que la simple convenance. Je veux le respect que tu as promis devant Dieu et devant ma mère. Il a regardé la télévision, son propre reflet dans le miroir figé à l'écran. L'horloge faisait tic-tac. Quelqu'un a ri dans le couloir, des voisins avec un scénario de vie plus simple. J'ai avancé vers une photo fixe que j'avais ajoutée, l'insigne de mon père posé sur du velours. La légende en dessous, écrite en petit, pour le courage, pas pour la vengeance. Ton père te dirait de te battre pour nous, a-t-il affirmé. Mon père me dirait de me battre pour ce qui vaut la peine d'être sauvé, ai-je rétorqué. Il posait les armes quand la mission était mauvaise. Et maintenant? Maintenant, tu fais un sac et tu vas à l'hôtel. Nous parlerons logistique après dimanche. Je vais consulter un conseiller. Tu le feras aussi, séparément. Il a secoué la tête, l'épuisement glissant vers la colère. Tu transformes ça en opération militaire. C'est le seul langage que nous partageons encore. Il s'est levé, a fait les 100 pas, a passé une main dans ses cheveux. J'ai fait une erreur. Claire. Arrête de prononcer son nom dans notre salon, ai-je coupé. Elle s'est tenue à mes côtés, et elle a menti avec le sourire. Il s'est rassis, paraissant soudain plus petit. Je suis désolée. Les mots sont tombés comme des plumes, trop légers, trop tard. J'ai récupéré un sac de sport et je l'ai posé sur le canapé. Il y a fourré des chemises sans les plier. À la porte, il s'est retourné. Est-ce que tu m'aimes encore? L'amour est compliqué. La vérité aussi. Je ne sais pas ce que j'aime en ce moment, ai-je répondu. Après son départ, la télévision est devenue noire, reflétant mon image dans ma robe bleue, pieds nus, désarmés, à l'exception de la petite carte sur le comptoir. J'ai fait couler de l'eau froide sur mon visage, puis j'ai de nouveau fixé l'insigne. Pour le courage, pas pour la vengeance. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu, Lucas Morel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de documenté officiellement, je vous aiderai. J'ai gardé une sauvegarde horodatée. Je suis désolé. J'ai répondu, merci. Gardez-la. Un deuxième message est arrivé, de CT. Chloé, il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai posé le téléphone et je l'ai laissé vibrer dans le vide. Minuit est passé. J'ai lavé les assiettes à la main, en faisant des cercles lents, comme ma mère le faisait quand elle avait besoin de réfléchir. Au-delà de la fenêtre embuée, un bateau solitaire avançait dans le chenal, ses feux de navigation constants. Vers 1h du matin, je me suis allongée sur le canapé et j'ai fait une liste, comme nous le faisons avant une opération. Faire l'inventaire des faits, pas des sentiments. Sécuriser les preuves. Contrôler les communications. Protéger la famille, surtout maman. Chercher des conseils juridiques. Choisir le moment de l'engagement. À l'aube, j'ai couru sur la promenade. De vieux messieurs avec leurs tasses de café les ont levés à mon passage. L'un d'eux portait une vieille casquette du porte-avions Charles de Gaulle et m'a fait un signe du pouce. Ordre reçu. Continuer d'avancer. De retour à la maison, j'ai appelé ma mère. Petit déjeuner à 9h. Tu apportes la confiture, a-t-elle dit. J'ai les crêpes. Bien reçu. Avant de partir, j'ai rédigé 2 emails. L'un à un conseiller recommandé par l'aumônerie de la base, et l'autre aux ressources humaines de l'entreprise de Damien pour demander les coordonnées des conjoints pour des recommandations de thérapie. Je ne les ai pas envoyés. Pas encore. J'ai vérifié les relevés téléphoniques. Paris, l'hôtel. Un autre numéro répété, avec un indicatif de la région parisienne que je ne reconnaissais pas. Je l'ai enregistré.
peut-être que ça avait de l'importance. J'ai créé un dossier sur mon bureau simplement intitulé « Vérité ». Je me tenais dans la cuisine avec l'insigne au creux de la main et la carte sous mon pouce. Pour le courage, pas pour la vengeance, ai-je dit, testant les mots dans une pièce qui avait entendu trop de mensonges prudents. Je ne m'effondrais pas. Je me regroupais. Le lundi suivant, j'étais de nouveau en uniforme. Treillis de la marine, bottes cirées, cheveux tirés en un chignon serré. Extérieurement, j'avais l'air de la même personne, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le chagrin s'était refroidi pour devenir de la détermination. J'avais appris il y a longtemps que la colère rendait négligent. Mais la détermination, elle, vous affûte comme une lame. J'ai franchi les portes de la base navale de Toulon juste après le lever du soleil, en saluant la sentinelle au poste. L'odeur du carburant d'aviation et du sel marin m'a frappé instantanément, réconfortante, familière, ancrée dans la réalité. C'était là que je comprenais le monde, les ordres, les missions, la discipline, et non le champ de bataille désordonné et imprévisible de l'amour. Dans la salle de briefing, le capitaine Moreau m'attendait. Il était bâti comme l'ancienne génération d'officiers, mâchoire carrée, pragmatique, la compassion cachée sous l'écorce. « Chloé », a-t-il dit en me faisant signe d'entrer. « Vous avez l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. »« Juste un, mon capitaine. » Il a levé un sourcil. « Vous voulez en parler ? » ?»« Non, mon capitaine. Je veux travailler. » Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. « C'est de bonne guerre. » Il m'a assigné à une revue d'opération, une surveillance de routine des approvisionnements entre les prestataires et les unités de la défense, le même secteur de la défense où travaillait mon mari. Les coïncidences n'existent pas dans mon monde. Cet après-midi-là, j'ai examiné les rapports de données des 6 derniers mois, transferts de contrats, journaux d'équipement, métadonnées de communication. C'était censé être un travail administratif ennuyeux, mais un nom est ressorti. Laurent Logistique, l'entreprise de Damien. Et à côté, un autre nom que je reconnaissais sur la liste des invités de notre mariage, Claire Thomas. Mon pouls s'est accéléré. J'ai fouillé plus en profondeur. Des communications cryptées entre sous-traitants, des factures avec des trous, des fonds acheminés via des comptes fictifs, des signes de fuite d'informations. Rien d'énorme en soi, mais les schémas ne mentent pas. J'ai copié les données sur un disque sécurisé, je l'ai étiqueté avec la date et je l'ai verrouillé dans mon bureau. Si Damien et Claire avaient été imprudents en amour, peut-être l'avaient-ils été ailleurs aussi. Ce soir-là, j'ai rendu visite à la seule personne qui m'avait appris à lire ce genre de schéma. Le lieutenant Thomas Leroy, mon ancien technicien du renseignement à Djibouti. Il me devait une faveur. Nous nous sommes retrouvés dans une petite brasserie près de la base. Thomas était plus âgé, barbu, souriant toujours comme si le monde était un puzzle qu'il avait déjà résolu. Quand je lui ai montré le disque, son sourire s'est effacé. « Tu penses que ton mari est impliqué dans un truc louche ? » Je crois que j'ai arrêté de croire aux coïncidences il y a longtemps. Il a hoché la tête en branchant le disque sur son ordinateur. « Donne-moi une seconde. » En quelques minutes, ses doigts se sont figés. « Chloé, ce ne sont pas juste des anomalies logistiques. Ces fichiers sont liés à un réseau que nous surveillons. Des contrats classifiés fuient à l'étranger. » Il a levé les yeux, plissant le regard. « L'entreprise de ton mari est en plein milieu de tout ça. » Je me suis adossée, la poitrine serrée. Donc, la liaison n'était pas seulement une trahison, c'était une couverture. « À quel point c'est profond ?» ai-je demandé. « Trop tôt pour le dire » a-t-il répondu. « Mais si c'est avéré, tu es assise sur des renseignements de niveau fédéral. Si tu signales ça, tu déclenches une enquête que tu ne pourras pas contrôler. » Je ne veux pas le contrôle, ai-je dit doucement. Je veux la vérité. Cette nuit-là, je suis rentrée sous des trombes d'eau, les phares fendant le brouillard. Damien était sur le canapé, son ordinateur ouvert, faisant semblant de travailler. Quand il m'a vu, il a affiché ce sourire poli et travaillé. Longue journée, longue semaine, ai-je dit en posant mon sac. Il a hoché la tête, les yeux dérivant vers la télévision. Tu as l'air fatigué, chérie.
Tu devrais te reposer. Cette fausse inquiétude décontractée piquait plus que ne l'aurait fait la colère. Il n'avait aucune idée que j'avais vu clair dans son jeu. Quand je suis allée dans la chambre, j'ai fermé la porte doucement et je me suis assise au bord du lit, repassant les mots de Thomas. Tu vas déclencher une enquête que tu ne pourras pas contrôler. Peut-être que le contrôle n'était plus ce dont j'avais besoin. Peut-être que c'était la justice. Le lendemain matin, j'ai programmé un entretien privé avec le capitaine Moreau. Il a écouté pendant que j'exposais les faits, chacun soutenu par des données. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment, les doigts joints sous le menton. C'est une accusation grave, Chloé, a-t-il finalement dit. Si votre mari est impliqué, cela devient officiel, et cela signifie aucune émotion, aucun motif personnel. J'ai plongé mon regard dans le sien. Bien reçu, mon capitaine. Je n'apporte pas cela en tant qu'épouse. Je l'apporte en tant qu'officier. Il a expiré, a hoché la tête une fois. Très bien, vous avez déjà gagné ma confiance par le passé. Je vais contacter la DRSD, Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense. Mais Chloé, il a fait une pause. Une fois que ça commence, on ne peut plus faire marche arrière. Vous êtes prête pour ça? J'ai pensé à l'insigne de mon père, aux mots de ma mère, et au fait que la trahison, lorsqu'elle est exposée, ne vous détruit pas. Elle révèle qui vous étiez depuis le début. Oui, mon capitaine, ai-je dit. Je suis prête. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Inconnu, tu as fouillé, n'est-ce pas? Inconnu, ne détruis pas tout pour une seule erreur. La photo de profil était vide, mais je n'en avais pas besoin. C'était Damien. J'ai fixé le message, la mâchoire serrée. Puis j'ai répondu, tu l'as déjà fait. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face vers le bas et je suis sortie. L'air marin m'a frappé au visage. Je suis restée là, sous la lumière orangée du lampadaire, regardant la marée monter sur ce même quai où il m'avait autrefois promis l'éternité. Je me suis souvenu de ce que ma mère m'avait dit des années auparavant, lorsque j'étais rentrée de ma première mission de combat, ébranlée par ce que j'avais vu. Elle m'avait dit, il n'y a pas de victoire dans une guerre sale, ma chérie. Le mieux que tu puisses faire, c'est de nettoyer la vérité et de t'en sortir vivante. C'est ce que j'allais faire maintenant. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de nettoyer la vérité, peu importe qui s'y noierait. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper, les doigts fermes, le cœur calme. Objet, transfert de données non autorisées. Compromission possible via un sous-traitant civil. Preuve jointe, non caviardée, mais un nom brûlait dans mon esprit, Damien Laurent. J'ai cliqué sur sauvegarder, puis j'ai murmuré à la pièce vide, cette fois, je mène la bonne guerre. Le jour où le piège s'est refermé, l'air sentait le sel et le kérosène. L'odeur de Toulon qui signifiait toujours que quelque chose d'important allait se produire. Cette fois, ce n'était pas un déploiement. C'était personnel. Cela faisait une semaine que j'avais remis le rapport au capitaine Moreau. La DRSD avait confirmé ce que je craignais, Damien et Claire n'étaient pas seulement coupables de trahison amoureuse. Ils faisaient partie d'un réseau discret mais organisé, qui divulguait des données logistiques sensibles à des contractants privés à l'étranger. Pas de la haute trahison, mais on n'en était pas loin. Assez pour détruire des vies. L'agent principal de la DRSD, l'agent spécial Martin, avait l'air de sortir tout droit d'une affiche de recrutement, calme, les épaules carrées, efficace. Capitaine de corvette, a-t-il dit lors de notre briefing, nous allons avoir besoin de votre coopération. Vous connaissez ces personnes. Pas nous. Je me suis assise en face de lui, les bras croisés. De quoi avez-vous besoin exactement? D'un contact? Il a ouvert un dossier. Nous voulons organiser une réunion de conciliation. Faire passer ça pour une discussion discrète en dehors des heures de bureau. Vous les inviterez tous les deux. Nous enregistrerons tout. J'ai hoché la tête lentement. Et que dois-je leur dire? Dites-leur que vous voulez tourner la page, a-t-il répondu. Dites-leur que vous êtes prête à pardonner. Le piège a été tendu pour le vendredi soir.
Le lieu, des bureaux neutres loués sous couverture par la DRSD. La pièce était propre, silencieuse, éclairée par ce calme stérile et fluorescent propre aux bâtiments officiels. Les murs cachaient des microphones. La table de conférence abritait une caméra intégrée à sa base. Mon rôle était simple, les faire parler. Je suis restée assise dans ma voiture devant le bâtiment pendant 15 minutes avant d'entrer. La pluie tapait contre le pare-brise, et chaque goutte résonnait comme un souvenir que je ne voulais pas me rappeler. Je portais des vêtements civils, col roulé noir, jeans, bottes. L'uniforme n'était plus là, mais la discipline, si. L'agent Martin m'a accueilli à l'entrée. « Vous êtes sûre d'être prête pour ça ?» a-t-il demandé. Je suis prête depuis le jour où il m'a menti en face. Il a fait un bref signe de tête. Nous écouterons dans la pièce d'à côté. Quand vous sortirez, ne vous retournez pas. Damien est arrivé le premier. Il portait un costume gris impeccable, les cheveux parfaits, le sourire calculé. Chloé, a-t-il dit doucement. Tu es ravissante. J'ai gardé une voix neutre. Je ne suis pas venue ici pour parler d'apparence. Il a jeté un œil au café sur la table. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un rameau d'olivier ? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. J'ai besoin de clore le chapitre. Nous en avons tous les deux besoin. Il s'est assis prudemment, étudiant mon expression. Tu es plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu le temps de m'entraîner, ai-je dit. Quelques minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Claire est entrée. Sa confiance semblait fragile, son parfum, hélas trop familier. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle s'est figée. Chloé, je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que je le découvrirais un jour, l'ai-je interrompu. Elle a baissé les yeux. Ça ne devait pas se passer comme ça. J'ai expiré. Non, j'imagine que non. Nous sommes restés tous les trois dans un silence tendu. Puis, j'ai dit doucement, soyons honnêtes ce soir. Nous tous, pour une fois. Damien s'est braqué, sur la défensive. Je t'ai tout dit. Non, tu m'as dit des demi-vérités, ai-je rétorqué. Tu as dit que ça ne voulait rien dire. Mais tout ça, tout ce qui s'est passé, n'était pas seulement émotionnel. C'était transactionnel. Claire a relevé la tête brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Allons, ai-je dit en me penchant en avant. Vous pensiez vraiment que je ne vérifierais pas vos dossiers professionnels, les paiements, les fichiers que vous avez déplacés, les virements soudains ? Vous vous êtes servi de mon mariage pour finaliser un accord. Vous avez utilisé mon nom et mon habilitation de sécurité pour obtenir des accès. Les yeux de Damien se sont écarquillés d'une fraction de seconde. C'était le signe que j'attendais. Le micro caché dans la table captait chaque respiration. Chloé, a-t-il dit prudemment. Tu ne comprends pas l'ensemble de la situation. Alors explique-la moi. Il a hésité. Ce n'était pas illégal. C'était juste un échange. Des informations contre des opportunités. Tout le monde y gagne. La voix de Claire s'est brisée. Damien, ne dis pas. Laisse-le parler, ai-je ordonné. Il s'est passé la main dans les cheveux. Tu étais absente la moitié du temps, Chloé. Tu vivais dans un monde de briefings classés secret défense et de portes verrouillées. Tu crois que ça n'affecte pas quelqu'un ? Tu crois que c'est facile d'aimer un fantôme ? Je l'ai fixé, imperturbable. Alors, tu as vendu des morceaux de mon monde pour combler ton vide. Ne transforme pas ça en un film avec un héros et un méchant, a-t-il lâché sèchement. Tu n'es pas parfaite non plus. Non, ai-je répondu, mais je n'ai pas menti sous serment. Le silence s'est de nouveau étiré. Le bourdonnement de la climatisation ressemblait à un battement de cœur. Je me suis adossée, les bras croisés. Dis-moi une chose, Damien. Est-ce qu'il y a eu une seule part de vrai dans tout ça ? Il m'a regardé, les yeux humides, non pas de remords, mais de peur. Puis il a dit, au début, oui. Et ensuite, je m'y suis habituée. À faire semblant. C'était ça. Les aveux.
La voix de l'agent Martin a grésillé faiblement dans l'oreillette que je portais. Nous l'avons. Faites-le parler encore 30 secondes. J'ai hoché la tête imperceptiblement. Donc, ce que tu dis, ai-je articulé lentement, c'est que tout ce que tu m'as dit, chaque vœu, chaque mot, n'était qu'une stratégie. Sa mâchoire s'est serrée. Je dis que c'était de la survie. Je me suis levée. Alors, survie à ça. La porte s'est ouverte à la volée. 2 agents sont entrés, les insignes en évidence, la voix sèche. Damien Laurent, Claire Thomas, vous êtes placés sous enquête fédérale pour transfert de données non autorisées et violation de confidentialité contractuelle. La chaise de Damien a basculé en arrière dans un fracas. Chloé, c'est quoi ce bordel? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça s'appelle assumer ses actes. Les agents les ont menottés tous les deux en leur lisant leurs droits. Claire m'a regardé, le visage livide. Tu nous as tendu un piège. J'ai secoué la tête. Non, vous vous êtes piégé vous-même. J'ai juste allumé la lumière. L'expression de Damien s'est tordue d'incrédulité. Tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes. J'ai soutenu son regard, aussi calme qu'une mer d'huile. C'est bien pour ça que ça fait moins mal que ça ne devrait. Ils ont été escortés discrètement à l'extérieur. Pas de cris, pas de chaos, juste le bruit sourd de leurs pas dans le couloir. Une fois terminé, l'agent Martin est rentré dans la pièce. Vous avez bien géré, a-t-il dit. Mieux que la plupart des agents que j'ai vus sous pression. L'entraînement aide, ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis a ajouté, il est rare de voir quelqu'un tourner le dos à tout ça sans s'effondrer. J'ai jeté un coup d'œil vers l'encadrement vide de la porte. Qui a dit que je tournais le dos? Il a souri faiblement. C'est vrai. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à la jetée. L'eau était sombre, agitée, reflétant le ciel. J'ai retiré mon alliance, froide contre mes doigts. Je l'ai fait rouler une fois entre mon pouce et mon index, la regardant accrocher la lumière de la lune, un cercle parfait, symbole de quelque chose qui n'avait jamais existé. Puis, je l'ai lâchée dans la baie. Elle a coulé sans faire la moindre vague. Ma mère a appelé le lendemain matin. Ma chérie, j'ai fait un rêve tellement étrange, a-t-elle dit. Ton père se tenait près de l'océan, souriant. Il a dit, elle a bien agi cette fois. J'ai dégluti difficilement. Dis-lui que je fais de mon mieux, maman. Tu le fais toujours, Chloé, a-t-elle répondu doucement. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à respirer, car la mission était accomplie. Mais la guérison, elle, n'avait pas encore commencé. 6 mois plus tard, Toulon avait retrouvé son parfum de printemps. L'air marin, le chèvrefeuille et la légère odeur métallique de kérosène qui dérivait des docks. La saison avait changé, mais ma vie semblait sur pause, figée entre celle que j'étais et celle que j'apprenais encore à devenir. Les noms de Damien et Claire étaient apparus dans les journaux pendant 2 jours, enfouis entre les gros titres politiques et les résultats sportifs. Scandale d'un sous-traitant de la défense lié à des consultants civils, disait l'article. Aucune mention de moi, bien sûr. La marine protège les siens. Mais je n'avais pas besoin d'un gros titre pour m'en souvenir. Chaque silence portait leurs échos. J'avais pris un congé. 6 mois de convalescence personnelle, voilà ce que disaient les papiers officiels. En vérité, je me remettais de bien plus qu'une trahison. Je réapprenais ce qu'était la paix quand elle n'était pas forcée. La maison de maman se trouvait à quelques kilomètres dans les terres, entourée de grands pins et dotée d'une véranda qui sentait la cire au citron et les vieilles histoires. Elle avait été mon point d'ancrage à travers tout cela. La nuit après les arrestations, j'étais apparu sur le pas de sa porte sans prévenir, trempé par la pluie, les yeux creusés. Elle n'avait posé aucune question. Elle avait juste ouvert la porte, m'avait tendu une serviette et m'avait dit, « Entre, ma chérie. Tu es à la maison. » Maintenant, des mois plus tard, elle me traitait toujours comme si cette nuit venait juste de se produire. Chaque matin, le café était déjà versé, les croissants m'attendaient. Chaque soir, des conversations tranquilles près de la fenêtre. Pas une seule fois elle n'a dit, « Je te l'avais bien dit. » Ce matin-là,
Elle s'occupait de son petit jardin quand je suis sortie la rejoindre. Tu es levé tôt, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu. C'est trop calme. Elle a souri. Tu as toujours mieux dormi quand c'était le chaos dehors. Je me suis agenouillée à côté d'elle pour l'aider à arracher les mauvaises herbes. Peut-être que je ne sais pas comment vivre sans ça. Maman a ri doucement. Alors il est peut-être temps d'apprendre. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, l'air chargé de soleil et de pardon. Quand nous avons terminé, elle m'a tendu une lettre pliée. C'est arrivé pour toi la semaine dernière, du ministère des Armées. La lettre était brève, une citation à l'ordre pour mon intégrité et ma coopération dans une opération classifiée, et une invitation à prendre la parole lors d'un séminaire sur la résilience pour les femmes officiers. Je l'ai lu 2 fois. On dirait que ton pays a encore besoin de toi, a dit maman. Ou peut-être qu'ils veulent juste l'histoire, ai-je marmonné. Elle m'a touché le bras doucement. Parfois, raconter l'histoire fait partie du service. Cet après-midi-là, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Lucas Morel, le photographe, l'homme qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements par un simple appel téléphonique. Il se tenait là, son chapeau à la main, l'air presque penaud. « J'espère que je ne dérange pas, mon capitaine. » J'ai souri faiblement. « Vous avez de la chance que ma mère n'ait pas de fusil de chasse. » Il a ri nerveusement. J'ai apporté quelque chose. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des tirages, de nouveau. Je les ai trouvés dans le disque de sauvegarde que je ne vous ai jamais montré, a-t-il dit. Ils sont de votre mariage. Les moments que vous avez manqués. J'ai hésité, puis j'ai étalé les photos sur la table de la cuisine. J'y étais, riant avec ma mère, dansant avec mon neveu, serrant la main de mes anciens frères d'armes. Pas de Damien, pas de Claire, juste de petits éclairs de bonheur sincère qui n'avaient pas été mis en scène. Lucas a dit doucement, j'ai pensé que vous aimeriez vous souvenir que tout n'était pas si noir. J'ai levé les yeux vers lui, la gratitude adoucissant ma voix. Merci de m'avoir montré la vérité, les 2 faces de la vérité. Il a hoché la tête. Si jamais vous avez besoin d'un ami, ou de quelqu'un pour prendre des photos d'un nouveau départ. Je suis dans le coin. Après son départ, je m'attardais sur une photo, maman ajustant mon voile, son expression étant un mélange de fierté et d'inquiétude. J'ai passé mon doigt sur son sourire. Cela ressemblait à une guérison, lente, mais certaine. Plus tard dans la semaine, j'ai fait une longue promenade sur la plage. L'eau était plus calme que je ne l'avais vue depuis des mois, la marée se mouvant comme si elle était fatiguée d'être en colère. Un vétéran plus âgé était assis sur un banc à proximité, une casquette militaire tirée sur son visage buriné. Quand je suis passé, il a levé les yeux, a repéré mon insigne commando sur ma veste et s'est redressé. « Vous avez servi ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur. Commando marine. » Il m'a fait un petit signe de tête respectueux. Ça fait du bien de voir un jeune encore debout et fier. Vous vous êtes battu pour votre pays, madame. Maintenant, battez-vous pour votre paix. J'ai souri, j'essaie, monsieur. Il a ri. Essayez moins, vivez plus. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda avec maman. Les grillons chantaient. La lune était basse et pleine. Tu crois que je me sentirai à nouveau normal un jour, ai-je demandé. Elle a bu une gorgée de tisane lente. La normalité est surestimée. La paix, en revanche. Ça vaut la peine d'être recherché. J'ai regardé la rue silencieuse. Avant, je pensais que la paix signifiait l'immobilité. Maintenant, je crois que c'est juste de savoir que les tempêtes sont derrière soi. Elle a souri. C'est bien ma fille. Avant d'aller me coucher, j'ai rouvert la vieille boîte en bois de mon père. À l'intérieur, son insigne brillait sous la lampe, usé, familier, intemporel. Je l'ai pris, sentant son poids dans ma main. Puis, j'ai placé à côté quelque chose de nouveau. Un pétale de rose pressé provenant de mon bouquet de mariée. 2 symboles, le devoir et l'amour, enfin côte à côte, qui n'étaient plus en guerre.
J'ai chuchoté dans le silence, j'apprends, papa. J'apprends à vivre sans armure. Et pour la première fois depuis ce jour dans le studio du photographe, je le pensais vraiment. 1 an après que tout ait volé en éclats, j'étais de nouveau en uniforme. Une affectation différente, un rythme différent. Les histoires de guerre que je portais maintenant ne parlaient ni de tirs ni de tempêtes de sable. Elles étaient plus silencieuses, plus lourdes et infiniment plus difficiles à raconter. J'avais quitté le service actif des commandos et pris un poste au centre de résilience des vétérans de Toulon, aidant à former les jeunes militaires sur la préparation émotionnelle et la gestion des crises. Ce n'était pas prestigieux, mais ça me semblait juste. Quand je marchais dans ces couloirs bordés de photos de soldats qui en avaient trop vu et trop peu parlé, je sentais enfin que j'étais à ma place. Ce matin-là, je me tenais devant une petite classe de femmes en uniforme. Certaines avaient ce même regard hanté que je voyais autrefois dans le miroir après un déploiement. Elles s'attendaient à ce que je parle de tactique et d'entraînement physique. Au lieu de cela, je leur ai raconté une histoire. Je pensais autrefois que l'honneur consistait à ne jamais plier, ai-je commencé. Que pour rester fort, il fallait garder sa douleur pour soi, le visage impassible. Mais la force, ce n'est pas le silence. C'est savoir quand il est temps de déposer son armure. La pièce est devenue silencieuse. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance nous briseront, ai-je dit doucement. Et parfois, elles nous apprendront, sans le vouloir, ce que signifie réellement se relever. Une jeune femme fusilier marin au premier rang a levé la main. Mon capitaine, comment pardonnez-vous à quelqu'un qui ne le mérite pas? J'ai fait une pause, souriant faiblement. Vous ne pardonnez pas pour eux. Vous pardonnez pour ne plus avoir à les porter sur vos épaules. Elle a hoché la tête lentement, les larmes menaçant de couler au coin de ses yeux. Après la séance, je suis restée pour empiler les chaises. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un visage familier dans l'encadrement de la porte. Lucas Morel, le photographe. Il n'avait pas beaucoup changé. Le même sourire nerveux, la même façon humble de se tenir, comme s'il n'avait pas sa place dans l'histoire des autres. J'ai entendu dire que vous parliez aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai pensé passer vous voir. Vous prenez toujours des photos, ai-je demandé. Toujours, a-t-il répondu. J'essaie juste de capturer les gens qui méritent qu'on se souvienne d'eux. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, moi, debout sur le rivage l'automne dernier, le coucher de soleil derrière moi, le vent jouant dans mes cheveux. Je ne savais pas qu'il était là ce jour-là. C'est magnifique, ai-je murmuré. Il a haussé les épaules. Vous aviez l'air en paix. J'ai pensé que vous voudriez peut-être en avoir la preuve. J'ai souri. C'est le cas maintenant. Ce soir-là, je suis allée à la nécropole nationale de Luynes. Le soleil passait juste sous l'horizon quand je me suis garée près de la tombe de mon père. L'herbe était soigneusement tondue, les drapeaux tricolores flottaient sous la brise légère. Je suis restée là un long moment avant de parler. Salut papa, ai-je dit doucement. J'ai terminé la mission. Une brise douce a traversé les arbres, faisant bruisser le petit drapeau à côté de sa pierre tombale. Mais pas celle qu'on m'avait donnée, ai-je continué. Celle que la vie m'a donnée pour m'apprendre que l'honneur n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de la façon dont on porte la vérité quand elle fait mal. J'ai déposé 2 choses sur la pierre, son insigne d'encre et de poignard, à nouveau brillant, et le dessin de mon tatouage sur papier, le symbole de l'infini entrelacé d'épines et de pétales de rose. Pour la première fois, je n'avais pas peur d'unir leurs héritages, son courage à lui, la compassion de ma mère. J'ai chuchoté, vous aviez tous les 2 raison. Le courage et le pardon ne sont pas opposés. C'est la même langue, parlée à des moments différents. Alors que le crépuscule s'installait, j'ai marché jusqu'au bord de l'eau, près du mémorial. Le reflet des lumières du monument scintillait à la surface. J'ai pris une grande inspiration, j'ai retroussé ma manche et j'ai touché le tatouage sur mon poignet. Cette même rose avec les épines en forme d'infini, fraîchement ancrée quelques mois plus tôt. Elle ne symbolisait plus la douleur. Elle symbolisait la continuité. La promesse que même les choses brisées pouvaient encore former un cercle parfait.
Je suis resté là pendant un long moment, l'air frais caressant mon visage, le bourdonnement du monde lointain et silencieux. À mon retour au centre des vétérans, une semaine plus tard, j'ai accroché une nouvelle plaque sur le mur à l'extérieur de la classe. L'honneur ne réside pas dans la bataille, il réside dans ce que vous faites une fois qu'elle est terminée. En dessous, j'ai placé la photo encadrée offerte par Lucas, celle de moi debout sur le rivage. La légende disait simplement, elle a appris à se relever. Cette nuit-là, assise sur ma véranda, j'ai versé 2 tasses de thé, une pour moi, une pour les souvenirs. Maman a appelé juste avant minuit. Tu n'arrives pas à dormir, a-t-elle demandé. Je n'y suis jamais arrivée avant les grandes missions, ai-je répondu. Elle a ri doucement. Et quelle est la mission de demain? Rappeler aux gens que le pardon n'est pas une faiblesse, ai-je dit. C'est ainsi que l'on se reconstruit. Il y a eu une pause, puis sa voix s'est adoucie. Ton père serait fier, Chloé. Je le suis aussi. Merci, maman, ai-je chuchoté. Je suis enfin fière de moi, aussi. Je me suis adossée, regardant les étoiles scintiller faiblement au-dessus de l'horizon sombre. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de douleur dans ma poitrine, seulement de la gratitude. Le monde ne me devait pas la paix. Mais d'une manière ou d'une autre, à travers chaque blessure et chaque leçon, il m'avait donné les outils pour forger la mienne. Si cette histoire est venue à vous à un moment où le pardon vous semble impossible, respirez un grand coup. Vous n'êtes pas obligé d'oublier la douleur. Souvenez-vous simplement que même les guerriers ont besoin de guérir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que la force est synonyme de silence. Et si vous vous êtes déjà reconstruit après une épreuve, racontez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre.